Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de la Barcelona World Race et de l'IMOCA Ocean Masters. Venez, installez-vous, profitez-en. Les débats de la course au large reprennent comme tous les jours à 13 heures avec aujourd'hui un thème sur le sponsoring dans la voile. Nos invités aujourd'hui, Ryan Bremeyer, c'est pas un Américain à Paris, c'est un Américain en Bretagne, navigateur, qui, vous le voyez là sur le bateau noir Neutrogena, a disputé la dernière Barcelona World Race. Il avait terminé 5e avec Boris Herman. Et il est à la recherche, évidemment, d'un sponsor. C'est la plus grosse difficulté finalement pour les marins. C'est avant le départ, plutôt que pendant la course, c'est trouver un budget. Avec nous également Gérard Lepage, président du Safran Sailing Team. Et puis Antoine Robin, qui était directeur commercial de la communication et des partenariats sur le dernier Vendée Globe. Donc la dimension organisateur également. Il y a la problématique des sponsors pour l'organisation, mais aussi d'aider les navigateurs. Alors Ryan, on a vu les belles images, on voit votre bateau. Trouver un sponsor, c'est vraiment la croix et la bannière. C'est un autre métier. Comment on fait? On le confie à quelqu'un d'autre? On le fait soi-même? Ouais, on fait une combinaison des deux. On fait le maximum de choses possibles dans tous les domaines pour pouvoir trouver. Le sponsoring vient d'un réseau personnel plus qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est un contact qu'on a avec quelqu'un qui bosse dans une société ou qui connaît quelqu'un dans le milieu qui a l'envie de sponsoriser la voile. Et soit on trouve ces personnes nous-mêmes, soit on trouve avec les autres qui essaient de nous aider. Quels sont les arguments qu'il faut essayer de mettre en valeur lorsqu'on va voir un sponsor? De toute façon, le sponsoring d'un bateau à voile, c'est pas la passion, c'est un business. L'idée, c'est que les sociétés gagnent plus qu'ils dépensent, comme dans toutes les choses. Et pour moi, ça c'est le plus grand argument. Je pense que la voile, ça touche beaucoup de monde, spécialement en Europe, et c'est ça le premier argument. Alors vous êtes américain, vous habitez en France, vous démarchez plutôt des entreprises américaines, des entreprises françaises, les deux, c'est un avantage ou un inconvénient? À mon avis, c'est un avantage parce que comme on a une économie assez grande et assez séparée de celui d'Europe, il y a plein de sociétés là-bas qui a l'argent pour le faire. C'est un peu de désavantage parce que la voile n'est pas énormément connue là-bas. Donc pour nous, on cherche plutôt une société américaine qui a business en Europe aussi. Gérard Lepage, vous travaillez chez Safran, vous êtes le sponsor de Marc Guillemot depuis 2007, me semble-t-il. 2006. 2006, à la fin de la Route du Rhum. L'investissement d'un sponsor dans la voile, il vient de le dire, c'est pas une histoire de passion, c'est aussi du business. Il y a une volonté de communiquer grâce à la voile. Alors oui, lorsque nous sommes rentrés dans le sponsoring nautique, c'était avec une problématique de communication interne à résoudre. On fusionnait deux entreprises de taille proche et de cultures assez différentes, et donc on cherchait à fédérer ces cultures, ces populations humaines, autour d'un projet qui incarne bien les valeurs que l'on voulait mettre en avant. De recherche de performance, d'engagement, de travail et de solidarité des équipes. Et donc, on a fait un benchmarking assez large de tout ce qui était possible en termes de sponsoring sportif. Et on est arrivé à la conclusion que la voile était à la fois un sport qui portait bien ses valeurs, mais qui était d'un excellent retour sur investissement. Hein. Alors, j'ai dit que c'était pour des raisons internes que nous étions rentrés dans le sponsoring nautique. C'était le corps du gâteau. Et puis, cerise sur le gâteau, on y a trouvé des retombées externes qu'on n'était pas allé chercher, mais dont on a su tirer profit. Vous avez hésité avec d'autres sports? Très vite, on a éliminé tous les sports où il y a une grande distanciation entre l'entreprise et le sportif qui l'incarne. Typiquement, nous avions eu une expérience il y a très longtemps d'avoir sponsorisé un pilote de Formule 1
Je crois qu'on devait avoir quelques centimètres carrés peut-être sur sa casquette ou sur l'arrière ou dessous la voiture. Euh, Ça n'avait pas beaucoup mobilisé l'interne. Euh, On a éliminé également des sports où l'investissement est colossal pour avoir son nom sur le maillot d'une équipe de foot sont des investissements qui sont hors de proportion d'une société industrielle comme la nôtre. Et puis, après tout, il y a très peu de contact entre la collectivité des hommes de l'entreprise et puis les joueurs sur le terrain. La voile, elle, permet réellement un rapport intime entre le skipper qui incarne les valeurs et qui est le porte-drapeau de l'entreprise, et puis l'entreprise elle-même. Ils peuvent se rencontrer, les salariés peuvent rencontrer le skipper sur les départs de course, mais le skipper, il peut venir également sur des visites de sites, faire des conférences, et illustrer par ses propos les principes de management de l'entreprise. Donc, on a regardé beaucoup de sports. On est arrivé à la voile, et dans la voile, bien évidemment, on a éliminé un certain nombre de supports, soit avec des budgets trop importants, soit au contraire trop confidentiels, et on a convergé vers la navigation en large en solitaire, l'IMOCA. Vous parliez de retour sur investissement depuis 2006. On imagine que vous avez dû avoir quelques chiffres clés qui peuvent nous éclairer sur 1 euro investi. C'est 1 euro de retour en communication ou c'est x2, x5, x10? Sur l'interne, c'est assez difficile à mesurer sur l'interne. Ce que l'on peut mesurer, c'est est-ce que ça marche toujours? Est-ce que les salariés sont toujours aussi nombreux sur les départs de course? Est-ce qu'ils sont aussi nombreux à suivre les courses sur le site intranet de l'entreprise? Oui. La dernière TJV, on a pu la comparer à la précédente et la précédente à celle d'avant. On a maintenant 4 TJV d'historique et systématiquement. Transat Jacques Vabre. Transat Jacques Vabre. Et la fréquentation de nos sites internet sur la dernière course était de 8% supérieure à celle que nous avions 2 ans auparavant. Par rapport à celle que vous avez gagnée également. Oui. Oui, donc le succès n'est pas une condition sine qua non de l'enthousiasme des salariés. C'est l'aventure qu'on leur propose de vivre. Alors, c'est plus facile de mesurer sur l'externe, puisqu'il y a des mesures d'audience avec des organismes extérieurs qui pigent toutes les citations de l'entreprise sur les différents supports médiatiques et qui convertissent ça en équivalent page de publicité. Et sans rentrer dans des chiffres trop précis, et en précisant que nous ne visions pas une retombée externe, ce que je peux vous dire, c'est que sur le Vendée Globe que nous avons terminé en 3e position, nous avons eu une retombée médiatique qui couvrait totalement l'investissement que nous avions fait sur les 3 ans pour y arriver. Et sur le dernier que nous avons... Juste sur les 3 mois du Vendée Globe. Sur les 3 mois du Vendée Globe. Et sur le dernier que nous n'avons pas terminé, on a malgré tout eu un retour à peu près de la moitié du précédent. Sur une Transat Jacques Vabre, là nous avons terminé second. Les retombées médiatiques externes couvrent à peu près notre budget de l'année. Alors bien évidemment, je vous dis, c'était un chiffrage conventionnel, mais dans la mesure où nous n'allions pas sur le sponsoring nautique pour des raisons de communication externe, et que ça, je vous l'ai dit, c'est la cerise sur le gâteau, la cerise est quand même bien grosse, n'est-ce pas? Oui, visiblement, oui. Antoine Robin, quand on travaille pour un organisateur de course comme le Vendée Globe ou la Barcelona World Race, la dimension sponsoring est la même. Il faut trouver aussi des budgets de fonctionnement pour la course, mais est-ce qu'il y a aussi une part d'essayer de soutenir, d'aider comment les marins, parce qu'une course, s'il n'y a pas de marins parce qu'ils n'ont pas trouvé de sponsor, ça peut être problématique. Oui, je dirais même qu'il faut commencer par ça, puisque pour convaincre des sponsors de devenir partenaires d'une course,
il faut leur promettre un programme avec un plateau, des événements, des skippers, des noms. Donc on commence par essayer d'avoir un plateau solide. Ça a été plus ou moins facile suivant les éditions. Moi j'ai participé à la dernière et je peux vous dire qu'1 an avant le départ, on était à peu près à 10-12 bateaux, ce qui était bien en dessous de la moyenne qui est en général de 19 à 20. Et c'était un vrai sujet de préoccupation, plus que de trouver un sponsor pour la course. Sachant que le Vendée Globe ayant suffisamment d'historique pour avoir déjà des partenaires assez fidèles. Donc on s'est vraiment concentré d'abord sur essayer d'aider les skippers à trouver des partenaires, montrer aux partenaires que des skippers étaient prêts avec toutes les qualités pour le faire, qualité sportive mais aussi communication, représentation. Et donc on a essayé de les aider en mettant au point tout un système de communication en France, mais aussi en Espagne et en Angleterre, qui sont pour nous 2 pays très forts, notamment pour la classe IMOCA, en communiquant sur ces opportunités. Et le résultat, je dirais qu'en 6 mois, on a largement dépassé nos objectifs. On se disait si on arrive à 15, on sera content, et on a fini à 20. On sait très bien que parfois les projets se font un peu au dernier moment, mais peu importe, à la limite, c'est le but du jeu, c'est d'avoir un plateau assez consistant. Et après, on peut plus facilement convaincre un sponsor de venir sur la course. Et vous avez trouvé des sponsors ou vous les avez aidés? C'est vous qui avez apporté des sponsors à certains coureurs? Non, non, on ne peut pas dire ça parce qu'un organisateur serait mal à l'aise vis-à-vis d'un partenaire qui l'aurait amené sur un bateau vis-à-vis des autres. En revanche, on a essayé de créer des connexions en disant à des partenaires qui nous contactaient: vous avez des opportunités qui sont aujourd'hui sur le site internet. C'est pour ça qu'on a mis au point une page Ils cherchent, avec une présentation la plus précise possible des opportunités skipper, éventuellement bateau disponibles. En revanche, on ne peut pas, en tant qu'organisateur, s'impliquer plus que ça sur la finalisation d'un accord, puisque ce serait un petit peu juge et partie entre le juge organisateur et la partie proche d'un skipper plutôt qu'un autre. D'autant qu'à un moment, vous êtes confronté aussi à la problématique d'avoir un sponsor et de le garder pour l'organisation aussi. Alors, oui, on pourrait se poser la question, mais très honnêtement, elle est assez rare parce que le sponsor a vraiment 2 intérêts différents selon qu'il cherche à s'associer à un bateau et un skipper ou à une course. Souvent, la course, en l'occurrence le Vendée Globe qui a lieu tous les 4 ans, c'est vraiment un événement très one-shot, j'ai envie de dire, avec beaucoup d'événements locaux, beaucoup de réceptifs locaux, alors qu'un projet de skipper, on ne peut pas dire ça de tous les participants du Vendée Globe, mais ça a souvent commencé au Vendée et ça s'est prolongé. Donc, et deuxième point, les recherches de budget n'étaient pas les mêmes, puisque on va dire qu'un budget IMOCA peut commencer à un petit million d'euros par an, jusqu'à plus de 2, si on fait une moyenne assez large. Alors que pour le Vendée Globe, on avait beaucoup plus de niveaux accessibles qui commençaient notamment à beaucoup plus bas, à 50 ou 100 000 euros, juste pour l'événement. Donc il n'y avait pas vraiment de télescopage, je dirais, entre nos intérêts et ceux de nos skippers. Gérard, dans le sponsoring de la voile, avec maintenant le recul depuis 7 ans, il y a eu des bonnes surprises, des choses que vous ne vous attendiez pas à vivre ou à découvrir avec la voile? Si on donne la parole à Marc Guillemot, il dit lui-même, alors qu'il était dans le métier depuis plusieurs années, pour ne pas dire 2 décennies, qu'il a découvert au travers de la course en IMOCA bien au-delà de ses espérances. Nous, c'est encore plus le cas, dans la mesure où on n'avait pas cet acquis, donc on est allé de bonne surprise en bonne surprise. Il ne faut pas se masquer malgré tout que c'est un sport à risque. Hein, c'est un sport où les skippers doivent être des sportifs de très haut niveau, prendre des risques importants, et que c'est un sport mécanique. Donc on n'a jamais la certitude de terminer une course. Alors si on le gère avec un tout petit peu de cynisme, on organise la préparation sportive et la communication de manière à ce que l'essentiel des retours
en termes de communication, soit avant le départ, puisque l'arrivée est un petit peu aléatoire. Vous parliez justement de cette dimension humaine. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut peut-être pas retrouver dans d'autres sports, cette proximité avec les marins, du fait des risques qu'ils prennent, vous le disiez. Cette part humaine, vous doutiez que elle était aussi importante et aussi forte, et finalement, c'est peut-être ça qui est le plus fort. Non, on ne pouvait pas l'imaginer. Et il faut bien voir que sur la période, les moyens de communication nous ont permis de le sentir en direct. Hein, les moyens vidéo, les moyens de communication font que nous organisons, nous, des vacations avec le bateau au minimum 2-3 fois par semaine. Donc on a le skipper en ligne, on sent sa tension, on sent sa fatigue, on sent son euphorie. Il envoie des images plusieurs fois par semaine et lorsque l'on voit le regard vers la caméra, on sent s'il est sous stress, s'il est épuisé. Et donc, on a tous le sentiment de partager sa navigation. Et il y a peu de sports qui permettent de le faire. La course au large, que ce soit sur une transat d'une vingtaine de jours ou sur un Vendée Globe en 70 jours, on a le temps de rentrer dans la course, de prendre le rythme du skipper, de s'en imprégner. Sur un 100 mètres, sur un Grand Prix de Formule 1, voire sur un match de foot, ça n'est pas possible, ça n'est pas notre rythme. Ryan, on est à 1 an du départ là, de la Barcelona World Race, course que vous avez disputée et que vous souhaiteriez redisputer. Quel est le calendrier quand on est comme ça à la recherche d'un sponsor? Il faut en même temps essayer de sécuriser un bateau, trouver un partenaire parce que c'est en double. Comment ça se passe? Déjà, la recherche d'un partenaire pour aller naviguer avec, ce n'est pas un vrai souci. Il y a un nombre de bons skippers qui peuvent aller avec moi. Enfin, il faut passer 3 mois avec lui quand même. Hein. Mais oui, bien sûr. Malgré tout, j'ai toujours le choix de Boris Herman que j'ai navigué avec avant, que j'entends très très bien avec. Donc ça c'est la partie la plus facile. Après ça, la démarche en ce moment, c'est pour pouvoir faire avec succès un tour du monde comme ça, soit c'est en double, soit c'est en solitaire. L'idée, c'est d'avoir un bateau qu'on connaît par cœur et qu'on arrive à gérer les problèmes avec, qu'on connaît dans le sens où on n'envisage pas les gros problèmes. Et donc, ça arrive avec le temps plus qu'autre chose. Donc, c'est-à-dire que d'avoir le bateau le plus tôt possible avant la course et d'aller naviguer avec le plus possible, ça, c'est la bonne démarche. Au niveau de tout ça, il y a les autres courses dans le calendrier IMOCA qui fait très bien tout ce genre de choses. Déjà, notamment la nouvelle course New York à Barcelone. Ça va être une épreuve super avant de faire le Barcelona World Race, spécialement parce que c'est en double. Et autrement, il y a plein de courses, soit en France, soit aux États-Unis, qui sont peut-être plus courts, que tu peux faire en équipage. Et comme ça, tu as une meilleure vision du bateau parce qu'en équipage, tu pousses beaucoup plus fort, tu arrives à presque 100% du potentiel du bateau tout le temps. Donc ça, c'est la démarche. Et la démarche financièrement, ça, c'est autre chose. L'idée, c'est de trouver un partenaire le plus tôt possible pour chaque course que vous avez envie de faire. Et c'est plutôt ça. Et vous êtes confiant pour ces courses-là, justement? Vous avez aujourd'hui des contacts? Oui, écoute, on bosse avec 5 degrés Ouest. C'est la société créée à côté de l'équipe de Alex Thompson, qui sont sponsorisés par Hugo Boss. Et avec eux, on est vraiment à la recherche précise des sociétés aux États-Unis et en Europe, et partout dans le monde, plus ou moins. Et on a les bonnes touches pour l'instant, mais il n'y a rien de signé. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose au début de l'année pour qu'on puisse faire le New York à Barcelone et après le Vendée. Et le bateau, c'est pas un problème ça, avec le panel aujourd'hui de bateaux d'occasion? Il y a le choix ou tout le monde veut le même?
En ce moment, le marché est plutôt calme, je pense, mais quand les courses approchent, ça va être plus dur à trouver un bon bateau. Et en ce moment, il y a quelques bateaux qui sont bons toujours sur le marché, mais pas beaucoup. Gérard Lepage, les bons bateaux aujourd'hui sur le marché, les vainqueurs du Vendée Globe, c'est un peu vous qui avez initié ça avec Marc Guillemot, les premiers VPLP Verdier. Il y a un côté aussi satisfaisant, flatteur de se dire qu'on a ouvert une nouvelle voie. Il y a eu la voie Broussefort à un moment, et puis finalement celle-ci aujourd'hui est la plus à la mode. Ça fait toujours plaisir. Ça fait aussi toujours plaisir de voir qu'un risque pris à payer. Ça fait plaisir aussi pour les équipes qui ont conçu ce bateau innovant à l'époque et qui l'ont construit. Alors, ça pousse forcément à se poser la question du pourquoi pas en refaire un nouveau, et on y réfléchit. Un scoop peut-être. Non, 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 non. On a besoin d'informations supplémentaires sur les évolutions de la jauge pour voir si ça vaut vraiment le coup. On ne peut pas se lancer dans un projet de bateau s'il n'a pas l'assurance d'être plus rapide que les anciennes générations. On a une très bonne plateforme qu'on peut encore modifier. On a l'envie et l'intérêt de faire un nouveau bateau pour essayer d'apporter encore des innovations. Mais comme l'a dit Ryan, c'est un projet de business. Donc il faut réellement qu'en face de l'investissement, on ait des retours en termes de performance qui vaillent le coup. Est-ce que vous avez des questions à nos invités? Profitez-en, ils sont là. Ryan Bremayer, skipper, Gérard Lepage, président du Safran Sailing Team, Antoine Robin, qui était directeur de la communication et des partenariats sur le dernier Vendée Globe. Si vous avez des questions, ils sont là aussi pour vous répondre. Sinon, Gérard, autre question, c'est par rapport à cette démarche donc, dans la voile. Est-ce que des marins concurrents, enfin concurrents ou des amis de Marc Guillemot, vous sollicitent en disant est-ce que vous pourriez nous faire un message pour aller voir un futur sponsor pour lui dire voilà, regardez, eux, Safran, ils investissent, ils sont contents, aidez-nous à motiver cette entreprise-là. Alors ça, c'est quelque chose que nous avons dit à tous les skippers et à l'IMOCA, qui est l'association des skippers et des armateurs de bateaux de 60 pieds, c'est que nous étions à la disposition et des sponsors potentiels et des skippers pour décrire notre expérience, notre parcours, partager nos acquis. Lorsqu'en 2005, on s'est gratté la tête pour dire bon, on y va pas, on a essayé de tirer quelques sonnettes, on a rencontré quelques sponsors, ils ont partagé de l'expérience avec nous, mais ce n'était pas évident. Donc je pense qu'on a tout intérêt, nous les sponsors, à voir venir d'autres concurrents et à aider les skippers en se mettant à leur disposition. Hein. C'est d'ailleurs une offre que je fais tout de suite à Ryan, mais il sait déjà que j'étais à sa disposition en cas de besoin. On a besoin d'une classe qui soit dynamique. Il y aura toujours des sponsors qui, ayant atteint leurs objectifs ou connaissant des changements de stratégie, sortiront du sponsoring nautique. Il faut en attirer de nouveaux. Ça a été le cas au cours des 7 ou 8 dernières années. Il faut que ça continue et nous, on est véritablement à disposition pour cela. Antoine, qu'est-ce qu'on dit à un potentiel sponsor aujourd'hui pour lui dire mais oui, allez-y? Quels sont les arguments les plus forts qu'il faut mettre en avant? Moi, je dirais que si on se place du côté du skipper qui monte un projet, le point numéro 1, évidemment, c'est que la voile a ce mérite de valoriser le naming, c'est-à-dire l'association directe du nom de l'entreprise à l'objet sportif. Donc, il y a, à ma connaissance, qu'un seul sport en dehors de la voile qui permet de ça, c'est le cyclisme.
Et le naming, on sait que c'est quelque chose de très difficile dans certains pays comme le nôtre, où le nom des sponsors est rarement cité ou respecté. Et c'est heureusement dans la voile moins un problème. Donc ça, c'est la première chose. Je dirais que c'est le point technique. Et après, il y a le point plus philosophique, qui est que la voile, d'après les études qu'on a pu faire, nous, au Vendée Globe, avec des partenaires de bateaux, des partenaires de courses, on va dire qu'elle réchauffe l'image. C'est-à-dire que la voile, en ayant ce côté très humain, c'est un peu le concept de Ocean Masters, le nouveau championnat IMOCA, c'est de mettre en avant l'humain avec ses exploits, ses héros, ce qu'on a vu au Sable d'Olonne. Pourquoi les gens font la queue pour aller voir les marins sur leur bateau? C'est qu'ils sont à la fois des héros et à la fois très accessibles, qu'on les voit pendant tout l'événement, au cœur de l'événement. Je ne connais pas d'autres sports pendant lesquels on va dire aux cyclistes ou aux footballeurs en plein effort, alors comment ça se passe, où t'en es, raconte-nous. Et la marque s'associe à ça et elle peut faire partager cette expérience de façon très légitime parce que grâce à elle, le skipper est sur son bateau, grâce à elle, il s'est préparé, grâce à elle, il communique, il mange, tout ce qu'il fait au quotidien à bord, qui fait rêver les foules. Et ça, c'est, je dirais, un atout énorme de pouvoir miser sur ce côté très humain. Donc, pour moi, c'est l'atout numéro un. Après, évidemment, comme disait Monsieur Lepage, on a tout un tas de déclinaisons possibles. On peut inviter plein de gens. Sur les départs, on peut faire participer vos salariés. On peut, voilà, il y a tous les instruments du sponsoring classique. Mais là, voilà, ce petit supplément de chaleur et d'humanité qui est vraiment, à mon avis, très très positif. Oui, Gérard, on n'a pas évoqué cette dimension-là aussi. Il y a la fait de faire participer, pouvoir naviguer, utiliser le bateau comme un support aussi pour faire venir des clients ou faire des opérations. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire jouer un match de foot avec l'équipe du PSG. Donc ça, c'est une part aussi qu'il faut utiliser, enfin que vous utilisez. Oui, nous l'utilisons, mais avec modération. Avec modération parce que ces bateaux ont beau être grands et larges, on ne peut pas emmener plus de 5, 6 VIP pour des navigations, mais pour des cas un petit peu exceptionnels, donc des clients importants ou des salariés de chez nous qui ont accompli des choses qui sortent du commun, qui ont gagné un concours ou autre, on le fait. On a la possibilité de faire visiter le bateau aussi pendant qu'il est en travaux en chantier d'hiver. C'est beaucoup plus facile, beaucoup moins exposé et tout aussi passionnant parce que les visiteurs, qu'ils soient clients, qu'ils soient distributeurs, qu'ils soient partenaires ou salariés, voient en fait la complexité technique de ces plateformes et c'est l'équipe technique ou le skipper qui leur met cela à portée, ces technologies à leur portée. Et c'est très très impliquant. Nous, on a pratiqué des sessions de travail avec des clients importants qui, derrière, se couronnaient par le fait d'aller naviguer ensemble. Et avec ces clients-là, les relations n'ont plus jamais été les mêmes. Et donc, c'est pas possible sur un vélo, c'est pas possible sur une Formule 1, c'est possible avec un bateau. Alors, il y a une dernière question qu'on n'a pas évoquée, c'est l'argent. Est-ce que c'est un sujet tabou quand on recherche un sponsor, de dire combien on recherche? Est-ce que c'est un sujet tabou quand on investit, de dire combien on investit? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des entreprises qui vont jouer franc jeu, la clarté? Ou est-ce qu'on préfère garder des informations confidentielles? Ryan? À mon avis, ça dépend beaucoup sur la société. Évidemment. Non, en tant que coureur, est-ce que vous dites, bah voilà, moi je cherche tant, comme ça, ou c'est une information que vous préférez garder en face à face avec votre futur partenaire pour pas donner cette information-là à d'autres coureurs? Ouais, à mon avis, c'est pas vraiment qu'on n'a pas l'envie de donner, c'est justement pour avoir une discussion d'abord de leur goal pour le sponsoring. S'ils sont intéressés, c'est dans quel sens, à quel niveau. Après ça, c'est pour nous à dire, écoute, voilà le budget pour les choses que vous voulez faire.
c'est plutôt comme ça la démarche, je pense. Et, Chez Safran, quelle est la position? Écoutez, nous, on n'hésite pas à donner des ordres de grandeur. Il faut relativiser. Il y a plusieurs niveaux d'entrée sur un programme Vendée Globe, selon le niveau de performance que l'on vise. Selon également l'élan que l'on prend pour se préparer. Je n'ai pas cette expérience, mais j'imagine qu'un sponsor dont l'ambition sera juste de raconter une belle aventure, quitte à ce que son bateau ne soit pas en tête de course. Et rappelons-nous que les 2 derniers du Vendée Globe précédent ont raconté des histoires fantastiques. Peut sans doute rentrer sur le circuit pour un budget, si l'on comprend la location du bateau, de nouvelles voiles, la préparation, peut-être de l'ordre de 500 000, c'est peut-être jouable. Une équipe qui va se positionner pour un cycle de 4 ans entre 2 Vendée Globe, qui va courir plusieurs courses, voire même viser le championnat de IMOCA, et puis je vais vous donner les ordres de grandeur de chez Safran, va sans doute avoir amortissement du bateau compris, un budget de l'ordre de 2 millions d'euros par an, couvrant l'inscription aux courses, l'entretien, la maintenance de la plateforme. Alors ensuite, il y a une partie qui va être variable selon les entreprises, c'est la communication. Selon que vous faites beaucoup de communication, et en particulier externe, ou que vous faites plutôt de la communication interne, vous allez pouvoir rajouter à ce budget 10 à 25%. Voilà les ordres de grandeur que nous connaissons chez Safran. Voilà. Antoine, un mot sur le côté organisateur? Oui, alors dans cette démarche d'avoir un plateau le plus complet possible, évidemment, je partage votre vision. Il faut à la fois des projets gagnants ou déclarés comme tels et des projets peut-être un peu moins avancés. Avec un peu moins de budget, c'est aussi une des chances de ce sport, c'est d'avoir la possibilité d'accueillir différents types de projets. Mais je pense qu'il est très important d'avoir une transparence la plus forte possible. Non pas que les entreprises dévoilent tout de leur budget, parce que ça, c'est de leur ressort, mais au moins qu'on ait une visibilité claire du coût réel de ce type de projet. Parce que je me rends compte que souvent les freins sont dus à une désinformation ou une malinformation de la part des sponsors qui se disent « Oh là là, un bateau comme ça coûte vraiment trop cher ». Et d'ailleurs, je viens de lire dans le journal qu'il fallait mettre 3 à 4 millions d'euros pour en construire un. Mais après ce constat, il faut décider soit d'en construire un neuf, soit d'en racheter un d'occasion. Après, il y a l'amortissement de la construction. Ensuite, il y a toute l'exploitation. Bref, c'est tout un tas de détails pratiques que souvent les sponsors ne comprennent pas avant de rentrer dans le monde de la voile et qu'il est très important de bien expliquer pour éviter d'avoir cette confusion et leur montrer que finalement, par rapport aux retombées qu'on peut espérer, c'est ce que vous disiez, le coût d'entrée n'est pas du tout aussi élevé. Merci à tous les 3 de nous avoir éclairés sur ce sujet du sponsoring dans la voile. Rendez-vous demain pour le dernier des débats sur la course au large, sur le stand de la Barcelona World Race, et nous parlerons de la production télé, les productions des images, les skippers qui se mettent en scène. Ce sera notre dernier débat de la course au large à 13h demain. Merci à tous, bonne journée sur le Salon Nautique.